Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Dédicto, le petit format de Politicon, qui présente en bref un classique des sciences humaines. Aujourd'hui, Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt. Hannah Arendt est une philosophe allemande, naturalisée américaine, célèbre pour ses travaux sur le totalitarisme et pour le concept de banalité du mal développé dans son livre Eichmann à Jérusalem. Elle est l'une des penseuses et théoriciennes politiques les plus importantes du XXe siècle. Elle a travaillé sur de nombreux aspects du champ politique, comme l'autorité, l'éducation, la révolution et bien d'autres. Son œuvre se caractérise particulièrement par la recherche de ce que pourrait proprement signifier une vie dite politique, une vie pour elle proprement active. C'est ce thème que l'on retrouve dans La condition de l'homme moderne, livre écrit en anglais et paru en 1958. Dans le prologue, Arendt étudie deux événements qui modifient considérablement la condition humaine telle qu'on la connaissait auparavant. Le premier de ces événements est la conquête spatiale, initiée par la mise en orbite du premier satellite artificiel Sputnik 1. Le second est l'autonomisation qui, à terme, va libérer, selon Arendt, les hommes du travail, qui est leur fardeau le plus ancien. Si le premier événement modifie la manière dont les hommes se considèrent, le second est d'autant plus important que les sociétés modernes sont caractérisées par la glorification du travail. C'est l'activité suprême de la modernité. La mécanisation va produire alors un formidable paradoxe, à savoir, selon Arendt, je cite, « une société de travailleurs sans travail ». Le propos d'Arendt, dans la suite du livre, va être de penser la condition humaine à partir des bouleversements du monde à l'heure actuelle. Pour Arendt, la condition humaine est définie par l'action humaine, ce que nous faisons. Il s'agit aussi de rappeler que le travail n'est pas la seule activité qui compte, bien au contraire. Dans le premier chapitre, Arendt distingue deux dimensions de la condition humaine, à savoir ce qu'elle appelle en latin la vita contemplativa, la vie contemplative, et la vita activa, la vie active. Arendt dénombre trois types d'activités qui composent la vita activa, le travail, l'œuvre et l'action. Ce sont ces trois activités qu'Arendt va étudier tout au long du livre. Définissons rapidement ces trois activités. Le travail est l'activité par laquelle les êtres humains produisent des objets, qui n'ont d'autre finalité que d'être consommés. Par l'œuvre, les hommes produisent un monde qui est réellement humain, culturel. Il s'agit de produire des objets qui ne disparaissent pas quand on s'en sert. Les œuvres d'art par exemple, mais aussi les maisons, les monuments, les villes, etc. Enfin, l'action est ce par quoi nous nous lions aux autres. L'action est celle de la socialisation, du politique qui vise le bien commun, qui met en œuvre les moyens de produire une existence meilleure. Ces trois activités ont tout un rapport avec la vie et la mort de l'homme. Arendt écrit « Le travail n'assure pas seulement la survie de l'individu, mais aussi celle de l'espèce. L'œuvre et ses produits, le décor humain, confèrent une certaine permanence, une durée à la futilité de la vie mortelle et au caractère fugace du temps humain. L'action, dans la mesure où elle se consacre à fonder et à maintenir des organismes politiques, crée la condition du souvenir, c'est-à-dire de l'histoire. » Dans le deuxième chapitre, Arendt produit une nouvelle distinction entre le domaine public et le domaine privé. Pour ce faire, elle repart d'Aristote, pour qui l'homme est défini par sa nature d'animal politique. En grec, de zoon politikon. Mais pour Arendt, au fur et à mesure des siècles, on a perdu le caractère proprement politique de la condition humaine, en traduisant politikon par social. Or, le social n'est pas exactement le politique. Le politique était dans l'Antiquité du côté du domaine public, de la dimension de l'action. Avec l'apparition de l'État moderne, puis plus tard de l'État-providence, il s'est produit une confusion entre le domaine public, le politique et le domaine privé, celui des dimensions du travail et de l'œuvre. Les anciens distinguaient radicalement le domestique, la sphère familiale, considérée comme privée, et le politique, considéré comme public. Les modernes ont effacé cette distinction en pensant la société comme une famille. Le but de l'ouvrage d'Arendt sera donc de replacer dans leur bonne case les trois activités humaines, le travail, l'œuvre et l'action. Le travail et l'œuvre dans le domaine privé, et l'action dans le domaine public. Le chapitre 3 s'attarde d'abord sur le travail en le distinguant de l'œuvre. En résumé, le travail est périssable. Il vise à satisfaire les besoins humains les plus élémentaires, et pour ce faire, il doit se répéter indéfiniment. Par le travail, l'être humain est encore un être de nature, soumis à la nécessité de sa survie. Au contraire, par la dimension de l'œuvre, l'homme produit sa propre humanité. L'œuvre produit un monde humain
détaché de la nature. L'œuvre a vocation à traverser les générations et ne disparaît pas, au contraire des produits du travail, après avoir été fabriqués. Le problème est qu'à l'époque contemporaine, le travail, par lequel les hommes s'isolent et ne produisent plus ensemble du commun, est devenu une des valeurs les plus essentielles, et à partir de laquelle les autres valeurs sont jugées. Pour Arendt, l'homme moderne est devenu animal laborens, animal qui ne vit que dans et pour le travail. L'œuvre nécessite quant à elle une instrumentalisation de l'environnement qui entoure les hommes. La nature représente alors les outils et les matériaux nécessaires à la fabrication de l'œuvre. Maisons, villes, mais aussi œuvres d'art, bref, tout ce qui dure dans l'histoire de l'humanité et qui ne répond pas aux besoins physiologiques. Dans l'œuvre, l'homme se fait homo faber, homme qui fabrique, homme qui construit. Il se fait alors maître de la nature, maître de tout ce qui peut être instrumentalisé à son service, de tout ce qui peut être utile à sa vie. On est alors loin, selon Arendt, de l'idéal de la cité antique, dans laquelle c'était la valeur de l'action qui primait. C'est ainsi qu'au chapitre 5, Arendt caractérise l'action par le primat de la parole. C'est par l'action, par la parole, que les hommes accèdent à une véritable individualité. C'est par la discussion, la communication, l'argumentation que les hommes interagissent ensemble et parviennent à produire du commun. L'action se caractérise aussi par sa fragilité. La contrainte et la violence peuvent toujours parvenir à reprendre le dessus. Et le cycle de la vie et de la mort vient toujours interrompre les discussions, mais aussi les renouveler. Le dernier chapitre du livre permet à Arendt de conclure sur la thèse qu'elle s'est attachée à défendre tout du long. L'époque de l'homme moderne est une époque d'aliénation, dans laquelle le sens du politique, du commun, bref, de l'action, a été perdu. Le progrès technique a permis d'accéder pour certains à une certaine abondance de biens, mais cela s'est payé d'un prix bien trop élevé. La perte du sens du commun, la perte du politique. Il est donc temps, selon Arendt, de revenir à cet idéal antique du politique, de l'action et de l'agir véritable.